D'abord, un grand merci à l'école d'architecture de nous accueillir. Merci aux étudiants d'avoir organisé cette réunion, parce que ça a été un assez gros travail de leur part. Moi, j'interviens, donc je vais essayer d'être très brève, à un triple titre. Le premier, c'est que je suis la fille d'André Ravero et de Manuel Roche, qui a fait la plupart des photos qui concernent son travail. La deuxième, c'était peut-être la première d'ailleurs, c'est que je suis architecte. Et la troisième, je suis présidente d'une association qui s'appelle Aladar, l'association des Amis d'André Ravero. Et pourquoi je vous parle de cette association? C'est parce que un de ses objectifs, c'est de diffuser la pensée d'André, qui nous semble importante à un titre majeur. André a travaillé toute sa vie pour essayer de comprendre comment, à travers l'architecture du passé, on peut faire des bâtiments aujourd'hui et demain. Et donc, je vous invite à aller voir le site internet de l'association qui a d'ailleurs été fait par... je suis un petit peu passionnée par Manon Dublo, qui a beaucoup travaillé sur ce site. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir comment André Ravero a pu, à partir d'une réflexion très très poussée sur l'architecture traditionnelle, a pu faire des architectures modernes. Des architectures modernes qui, pour certaines aujourd'hui, par exemple sur le plan de la thermique, sont performantes, alors qu'elles ont été faites il y a 30 ans. On est allé, ou 40, voire certaines plus. On est allé récemment voir des gens qui habitaient dans ces bâtiments et qui nous ont dit que, par exemple, la consommation énergétique était faible. Aujourd'hui, c'est une préoccupation. Et ben, André, qui à l'époque ne savait pas ce que c'était que l'écologie, qui a conçu avec les moyens qu'il avait et qui étaient quand même limités par rapport à ceux qu'on a aujourd'hui, a pu obtenir ce type de performance. C'est pour ça qu'il y a de l'espoir, c'est-à-dire que compte tenu des outils que vous avez vous aujourd'hui, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Donc là, ce que vous allez voir, c'est une étude qui est tirée en fait d'un ouvrage en cours de réalisation. Et c'est parti, alors c'est assez drôle parce que c'est toujours après une conversation, on discute avec André et puis tout d'un coup, il se dit, ah ben oui, ça c'est quelque chose que je pourrais développer. Et donc comme il a beaucoup travaillé sur les ouvertures, notamment les fenêtres, la comparaison entre les fenêtres, par exemple dans des pays chauds et des pays froids, des pays où il y a beaucoup de lumière, des pays où il y en a moins, en travaillant sur les dimensions des fenêtres, des grandes fenêtres hautes dans des pays où il fait... Bon bref, je ne vais pas m'éterniser. Tout ça pour dire qu'on s'attendait à un petit fascicule. Et puis moi qui habitais Paris, donc je reviens 6 mois après, je me dis on va avoir 4 pages là-dessus. Et puis je trouve une énorme masse de documents. André avait fait un travail quasiment encyclopédique. Et il a commencé à l'Antiquité, comme vous pouvez voir, et petit à petit, il a défriché. C'est toujours en cours, il n'a pas terminé. Et là, il va vous parler de la porte initiale. Enfin, vous allez voir dans le temps l'évolution de ce qu'a pu être la porte à pivot. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est que vous compreniez que c'est comme ça qu'André a pu construire des bâtiments modernes. C'est-à-dire que c'est impossible de faire l'impasse sur l'analyse du passé et ce que la plupart des étudiants apprécient quand ils viennent voir André, c'est que souvent ils disent qu'ils ont appris à voir. Et c'est par l'analyse du détail, c'est ce que dit André, c'est par l'analyse du détail qu'on apprend à voir des choses beaucoup plus générales. Voilà, donc André, tu veux rajouter quelque chose sur la présentation ou tu vas directement dans le... Non, ça va très bien. Merci. Bon, donc j'ai pris comme sujet la porte à pivot parce que c'est l'élément de menuiserie, le premier qui s'est installé pour l'habitat. Parce que
abri, l'ouverture est essentielle, sinon il faut rentrer et sortir de cet abri. Aussi que ce soit une caverne, que ce soit une case, ou ensuite des maisons en bambou dans les conditions intertropicales. Oui, je passe ou... Non, ça va. Il faut m'excuser, j'ai un peu de difficulté à enchaîner. Oui. Tu veux passer à la suite? Donc, oui, non, je passe là. Donc, au fond, on voit dans cette image que dans l'image du bas, j'ai présenté une porte avec ses pivots. Parce que c'est le seul élément que l'on ait imaginé pour faire roter le ventail. Et cet élément-là a été pendant longtemps universel. Donc je viens de le dire, aussi bien en Asie qu'en Méditerranée, aussi bien en Afrique noire. Et dans cette image, on peut voir donc dans la partie basse le ventail tel qu'il est, et ensuite tout autour la protection que l'on doit faire de son joint avec la maçonnerie. Tu veux passer? Oui. Là, je montre une série de vantaux qui viennent de différentes régions, enfin, pas très nombreuses, mais enfin, à droite, ce sont des vantaux du Mali, alors qu'à gauche, ils sont plutôt berbères. Donc, dans la partie gauche de l'image, je montre que pour maintenir les pilots, aussi bien à la partie inférieure que à la supérieure, dans la partie haute, il y a nécessité une traverse pour solidariser avec la maçonnerie alentour, et dans la partie basse, le pivot va roter dans ce que l'on appelle une crapaudine, une espèce de coupelle plus ou moins résistante, au terme de quoi la porte va s'ouvrir et se fermer. Oui. Tu parles peut-être du décor aussi, ou pas? Ah oui, si, oui. Et en Philippe, dans ces habitations généralement très rustiques, qui n'ont pas d'ornement et qui sont très brutes de construction, la porte va prendre tout le décor. Alors, sur la gauche, là vous voyez les portes berbères, ce sont des assemblages précis qui sont assez difficilement à réaliser, de manière à ce que, par rapport à un montant, le reste du panneau ne se disloque pas trop, alors que de l'autre côté, en Afrique noire, ils disposent de bois merveilleux, comme les belles, tout ça, ils ont pu pratiquer le panneau et les pivots dans le même morceau de bois. Donc, ce ventail a besoin d'être protégé. Et comme généralement, les constructions, oui, je voudrais déjà avant dire évoquer que maintenant, on a fait des figures, des protections du ventail avec le tableau et la figure. Ici, pour protéger le joint avec la maçonnerie, qui est brute, on a besoin d'un montant vertical, lequel est attaché entre la traverse haute et une traverse basse, et qui protège la traverse, elle, qui sert
sont aperçus, étant donné que justement cette traverse doit être passée en même temps que la maçonnerie, il faut quand même, il faut réserver le passage au moment du travail du montage des murs. Dans notre condition actuelle, quand on transporte le rectangle d'une porte, pour empêcher qu'il ne se déforme, dans l'image du milieu, on y met un bout de bois pour réaliser des trapèzes qui sont indéformables. Donc, pour éviter le déversement de la porte de gauche, on le prend en deux traverses. Alors, dans la condition ancienne, eh bien, on construit directement un trapèze. Et on est sûr qu'il ne va pas se déformer. Ce qui explique cette disposition, les éléments horizontaux vont s'encastrer peu à peu dans le mur qui va se construire autour d'eux. Et par la suite, sur le côté droit, on voit ce que les Grecs ont fait en maçonnerie, en pierre, et ils reproduisent simplement la construction en bois. Et ça, c'est une espèce de danger qu'il faut toujours maintenir, c'est que quand on change de matière, il ne faut pas transporter celle des autres. Donc, oui, dans les images, on voit bien la condition de l'élément trapézoïdal. Donc, il y a deux manières d'exécuter ces montants qui vont protéger le joint entre le pivot et la maçonnerie. Sur la partie de gauche, c'est la continuation de ce qu'on a vu à la planche précédente. La traverse basse est encastrée dans le mur. Il y a un petit danger, c'est que quand il y a un ruissellement de pluie, l'eau va se rentrer dans le joint et peu à peu va pourrir la chose. Alors dans certaines régions, on a pris la précaution, on le voit sur l'image de droite, le montant va descendre verticalement et le maintien de l'ouverture en place va être fait par un seuil qui va maintenir les choses en place, mais à ce moment-là, le joint va être vertical et la pluie sera éliminée. Donc, de toute manière, on va le voir par la suite, à chaque fois, on va se trouver avec un seuil qu'il faudra, quand on rentre, enjamber. C'est un peu pour ça que, dans certaines coutumes, quand les jeunes mariés, ou du moins s'introduisent dans la maison qui va être leur logement, il est de coutume que l'homme porte la femme, parce que sur le seuil, elle risquerait de trébucher et ça serait un mauvais présage. Donc, dans la plus grande partie du monde, ce seuil a existé. Maintenant, il n'y en a plus, mais encore, par exemple, en Suisse, où on est la nécessité que la porte soit bien hermétique, en dehors des feuilleux qui sont au sommet du ventail et sur les côtés, il y a une simple petite planche qui va protéger la fente du bas. Comme ça, c'est... Bon. C'est bon? Ouais. Allez. Alors là, je démontre sur le grand développement, il y a une porte et deux fenêtres, comment les montants s'encastrent dans le mur, et on laisse apparent justement cet encastrement qui est nécessairement pour éviter que les linteaux fléchissent. Il y a tout intérêt à ce qu'on
ressemblait à Tenon et Mortaise. On le voit dans les images du haut. Sur la page de gauche. Sur la page de droite, certains, on le voit dans l'image du haut, le mur a été... Alors oui, les rendements se bâtis est au nu du mur extérieur. Et dans la page de droite, on a revêtu le mur d'enduit et le maçon a eu la précaution de contourner la traverse haute. Et effectivement, si il avait été prévu, il aurait suffi qu'il place la maçonnerie à 2 cm en extérieur et il aurait absorbé l'enduit. Et c'est ce qui c'est ce que l'on voit dans l'image sur la droite en bas. Dans cette région-là, c'est à Alger, on n'a pas voulu exprimer l'ancrage de la traverse et on a amputé le début de l'encastrement de manière à ce que l'enduit puisse passer par devant. Et dans l'autre image bleue à côté, qui est en Grèce, ils ont pris aussi cette même précaution pour ressembler à une porte de pierre. Oui. Oui. C'est ça, tout à l'heure. Oui, je crois bien. Oui, c'est ça. Oui, pour cette précaution de protéger le joint du ventail par rapport à un extérieur, aussi bien pour les courants d'air que pour la défense des choses, là, dans cette planche, les vantaux sont à l'intérieur du massif de la maçonnerie. Et à ce moment-là, le joint est protégé par la maçonnerie elle-même et sur l'image de gauche, on voit qu'il est maintenu par un petit... Le pivot est maintenu par un petit ancrage. Dans l'image, et on voit que exactement la même chose au Japon. C'est en Chine, en bas, en dessous, où ils ont pris la fantaisie de faire le passage selon un cercle. Les manteaux restent quand même toujours accrochés à leur pivot. Et pour éviter que tout cela soit... Là, c'est un passage entre 2 jardins pour protéger l'assemblage de la menuiserie. On est couvert avec un petit toit. Et c'est vraiment un caractère asiatique au Japon ou en Chine. Sur la droite, on voit justement simplement, là c'est dans l'île de Brest en Algérie, l'autre étant au-dessus, étant en Grèce. Donc, présente là, les manteaux sont absorbés par les murs intérieurs. Donc, ici, on voit dans c'est la maison de l'Hermès à Délos, en Grèce. On voit les conditions intérieures, on voit à la base de la porte, on voit les crapaudines qui vont recevoir les pivots. Et nécessairement, là, on est en contrebas de l'espace extérieur qui permettra quand même d'absorber les battants au moment de leur fermeture. Donc il n'y aura pas de seuil surélevé, mais ce sera le contraire. Et parce que, d'une manière générale, dans cette partie de la Méditerranée orientale, les maisons d'ordinaire sont à un seul niveau. Et comme la pluie est rare, bien souvent,
Donc nécessairement, la protection des vantaux fait qu'ils se trouvent à l'intérieur. Et généralement, quand on a une habitude générale, même quand les conditions sont différentes, on ne change pas le système. Donc ici, à la maison, dans cette maison-là, il y avait un étage, donc il y a un portique en avant, mais malgré que la porte soit protégée par l'étage, il continue à avoir le ventail à l'intérieur. On va passer. Donc cette disposition qui était bonne dans la condition orientale, ici, les images que je présente sont toutes celles qui est en Algérie et au Maroc, dans le climat atlantique, il y a des pluies. Si l'on ne couvre pas avec des galeries le pourtour, il sera difficile d'aller d'une pièce à une autre, comme il se fait dans la Méditerranée orientale. Donc, les portes sont abritées, et là, on va organiser les vantaux sur la face extérieure du mur, mais comme dans cette climatique, on ne doit pas fermer la porte tout au long de la journée, elle doit être sur le mur. Finalement, on va lui donner du décor. D'ailleurs, le décor, on l'a vu, était déjà dans les autres portes. Mais là, ça va devenir un décor permanent, parce que dans les autres portes, elle s'ouvre et se ferme. Celle-là, elle est présente toute la journée ouverte. Et dans les autres écrits que j'ai fait, je dis c'est la porte pensée ouverte. Et au Maroc, il y a des menuisiers de grande subtilité. Oui, mais à l'image du milieu, essaye de montrer justement que cette porte est continuellement ouverte, que au fond de la pièce, on est reçu par l'abri et l'on profite de toute la profondeur de la cour. Oui, et ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que, étant donné que ces vantaux sont très lourds, ils ont besoin d'être s'appliquer sur le pourtour de maçonnerie de la baie, et particulièrement à la partie basse, sur le seuil. C'est-à-dire que le seuil est là justement pour amortir la fenêtre en position fermée, la porte en position fermée. Et ce qui me permettra justement, avec la différence de niveau, d'abandonner les babouches à l'extérieur et pouvoir marcher pieds nus dans l'espace intérieur de la pièce. Oui, on voit sur l'image de gauche justement les panneaux en volonté de décor. Oui, André est malvoyant, je suppose que vous avez compris. Donc il a besoin de se rapprocher pour bien voir. Oui, là, on voit sur le petit dessin en partie basse, et montrer comment se fait le pivot, comment est reçu le pivot dans un corbeau qui est enchâssé dans le mur. Je ne veux pas oublier non plus, c'est qu'au moment de fermer la porte, il faut que ça s'applique, pour que son applique soit... parce que c'est une porte avec un arc. Et pour bien accompagner la fermeture, on a fait un
manière à ce que le pourtour de la menuiserie aille s'appliquer sur quelque chose qui accompagne son orthogonalité. Donc, je raconte tout ça pour vous montrer quelle est la réflexion, la somme de réflexion qu'il y a à l'intérieur d'une porte comme celle-ci. Je risque d'avoir encore oublié des éléments, des détails. C'est-à-dire que ça m'amène à ce que je prétends, c'est que toute chose est faite d'une multiplicité de détails minutieux. Et mon maître, Auguste Perret, qui avait inspiré le livre de Paul Valéry qui s'appelle Eupalinos, me fait dire que tout est détail. Et vous apercevrez justement, à l'intérieur de tout ce que je vais montrer, qu'il n'y a pas de détail négligeable. Voilà. Là, on voit la porte ouverte et fermée. Et ça, c'est en Algérie. Et on voit et là, on ne sent pas très bien la coupelle. Non, parce que elle est... Oui, on la voit ? Non. Non. Parce que ce n'est pas absolument nécessaire. Et on a suffisamment un demi-centimètre sur le sol. C'est nécessaire pour que ça suffit pour que le ventail fonctionne. Là, sur la côté de gauche, c'est au Vietnam. Et la coupelle est très prononcée. On la distingue bien. Et généralement, en Chine, au palais impérial, toutes les portes sont faites sous cette forme-là. Donc, vous voyez, je parle d'une porte d'Alger, et on a vu les portes du Mali, celle du Vietnam. Vous voyez bien qu'elle est universelle dans ses produits en Méditerranée. Donc, allez. Donc, on a bien vu que cet agencement du ventail est vulnérable et a besoin d'être protégé. Ici, on est en Tunisie et la protection du ventail va se faire par des plaques de pierre, de marbre, etc. Et pour qu'elles soient bien scellées, elles ont besoin d'un grand développement, très largement précisé. Mais pour ce qui est du linteau, il faut économiser l'effort à le monter à sa place. Et en plus, on va obéir à un principe général, c'est que la pierre dans le linteau ne doit jamais être encastrée. Sans ça, il y a un effet de cisaillement au moment de la pluie, et la pierre qui est faite de molécules ne résiste pas à cet effet de cisaillement. Donc, en principe, là, j'évoque que un linteau de pierre doit reposer uniquement sur 5 cm, alors qu'un linteau de bois, au contraire, a intérêt à être très encastré de manière à ne pas fléchir. Maintenant, on ne saisit pas ce genre de choses,
lui, est rabattu sur le tableau. Et ici, on va prendre la précaution de ce que la protection faite sur l'extérieur du ventail, on va le reproduire à l'intérieur de manière à ce que cette porte qui, comme la porte d'Alger, est ouverte en constance, eh bien, elle va devenir décor en applique sur l'ouverture et elle est cadrée. Effectivement, le cadre intérieur n'a pas le même sens que le cadre extérieur, mais il est nécessaire et vous verrez qu'on retrouve cela en d'autres conditions. Oui. Et là, ce sont toujours en Tunisie, et je montre que tenant les assemblages qui protègent la porte peuvent tout aussi bien être faits par un linteau droit que par des arcs, en forme d'arc, puisque au fond ce ne sont quand même que quand il y a un arc, c'est une plaque découpée, puisque derrière l'orthogonalité de la menuiserie demeurera. Là encore un coup, je montre que les habitudes, c'est que les portes protégées sont suffisamment parce qu'elles n'ont pas de. Elles sont protégées par le chambranle, mais le système est tellement établi que même quand il y a, comme on l'a sorti du bas, une galerie par devant, on ne va pas changer cette menuiserie. Alors là, on voit une répétition des différents verses qui accompagnent une porte d'Alger sur la droite, qui est faite uniquement, la protection du ventail et des pivots va être faite par une plaque de métal. Si je lui vends pour l'Alger. Il n'y a rien en ligne de plus. Oui, et là, nous avons les portes d'Alger. Alger a été détruit à 100%, 90%. D'accord. Je ne chipote pas. Non, parce qu'il y a les Andalous, il y a le fait. Oui. Pardon. Donc la reconstruction était massive. Il a fallu faire tous les éléments de la construction en même temps. Et pour les maisons aisées, ils ont commandé aux marbreries italiennes de leur. Ils les ont achetées dans leur porte toutes faites, qui ont fait des portes qui sont. Oui, sur le gauche. Qui sont assez des portes classiques italiennes. Donc on aura apporté ces portes classiques italiennes, alors que pour les gens, pour les maisons plus populaires, on s'est servi du tuf des carrières environnant Alger. Et ce tuf, c'est une pierre pulvérulente qui est fragile à l'humidité, ce qui fait que par principe, on va les peindre, ces portes, pour protéger la matière. Et c'est exactement ce que vous voyez là, ce qui va faire des choses plus chatoyantes que finalement le marbre plus riche, mais moins attrayant. Je ne sais pas si on va éterner la partie droite, l'image en bas.
et en Grèce. Ah oui, l'exemple italien, c'est le petit dessin qui est sur la droite. On le retrouve à Florence, très bête. Oui, sur les images de droite, on vient que finalement, toujours, la menuiserie est orthogonale. Donc, on a vu jusqu'ici que pour protéger le joint de la menuiserie par rapport à celle de la maçonnerie, on a besoin d'un troisième élément qui était le montant du cadre de bois. Et là, à Vicenne, au palais d'Agamemnon, qui est construit en pierre, eh bien, on va trouver le tableau et la feuillure qui va être le système de porte qui sera vulgarisé en Europe après, ou particulièrement en France. Et là, vous le trouvez donc ici, 1500 ans avant notre ère. Mais, comme dans l'exemple tunisien que je vous ai montré, cette porte qui est la porte d'une forteresse, qui doit résister en temps de guerre, etc., en temps de paix, est continuellement ouverte, parce que la porte est gardée par des sentinelles, c'est très bien, et l'entaille est appliquée contre le mur. Donc, avec la même précaution qu'en Tunisie, sur le bord extérieur de la porte, on a refait une feuillure et un tableau de manière à ce que la présentation soit équilibrée. C'est là des précautions tout à fait raffinées que dans nos régions où la porte en principe est connue comme étant fermée, quand elle est ouverte, c'est momentanément et l'on ne va pas accompagner son ouverture de ce genre de précautions. Donc on voit bien que la condition climatique conditionne les précautions et l'esthétique des choses. Oui, le petit dessin sur la droite montre comment justement l'espace entre le détail et la menuiserie est protégé dans la première image justement par un élément de bois et l'autre par le retour de la pierre. Dans la partie basse de la planche de gauche, on peut voir le trou, et même dans la photographie, on voit bien le trou dans lequel s'engage le pivot en partie haute. Là, ici, nous sommes dans Monza. Le dos de la porte est en bois, mais on a pris la précaution de le soulager par un arc. Et la construction se fait, la machinerie de petits éléments est ourdée avec du plâtre. Et donc là, on a pu positionner le tableau et la feuillure avec justement cet élément de plâtre qui nous ramène justement à l'identité avec la porte vénitienne que l'on voit dans le bas. Oui. Donc là, on a vu les portes à pivot que l'on voit au milieu, je les ai demandé, mais en principe, en Europe, ce système a été
commencer par les charnières et les gonds. Mais quand on a affaire à un portail aussi volumineux que celui-ci, on n'a pas abandonné le système du pivot. Alors, toujours la même chose, ce pivot, on ne le voit pas, mais il existe. Et quelquefois, comme la porte est tellement lourde, même on lui donne un roulement à l'extérieur, en façade. Bon. Ça, c'est une récapitulation. Non, donc je pense que le ventail à pivot, avec sa protection en bois, quand il est à l'extérieur de l'ouverture et qu'il se pose ses bords, là c'est le système de la Tunisie, où il est à ça. Et là et là, c'est le système de Tunisie et celui de Mycène. Donc je peux vous le répéter. Alors là, c'est une catastrophe. Avec tout ce que je vous ai expliqué et que je remontre là, en partie haute de la porte à pivot d'Alger, mais du Maghreb, c'est-à-dire la partie occidentale, qui, je vous l'ai dit, la porte est à l'extérieur, à l'intérieur, et sous la protection des galeries. Et quelquefois, il se fait que la porte est tellement haute qu'elle se partage en deux. Donc, l'une en bas est ouverte, tandis que la partie haute peut rester fermée. Et alors là, le constructeur d'un hôtel dont on ne citera pas le nom, dont on ne citera pas le nom, a essayé de reprendre l'image en haut et développer un panneau alors que l'arc lui était en dessous. Il y a déjà là un pastiche qui ne comprend rien à ce qu'il représente. Et là, alors, sur le côté gauche, si l'on peut distinguer, le panneau est suspendu à des charnières. C'est-à-dire qu'au fond, la personne qui a conçu cette porte n'a regardé que très légèrement le modèle qu'il voulait copier. En plus, cette charnière est absolument inutile parce que cette porte est un décor, il n'est jamais fermé. Et s'il a été fermé, comme vous le voyez, la partie supérieure resterait fixe. Enfin, là, c'est pour vous montrer l'erreur du pastiche, c'est-à-dire qu'il n'a pas la compréhension de la minutie que représente une structure. Si